Bonjour, je devrais plutôt dire surprise, surprise. Donc voilà une citation du Premier ministre, hein. Ce que je trouve, je le dis sans polémique, est extrêmement grave et je pèse mes mots. Donc c'est particulièrement grave en fait comme déclaration, qui est de quelque chose extrêmement grave, vraiment à beaucoup de titres en fait, hein. Quand on réfléchit, ça a vraiment beaucoup d'implications. Donc on va essayer de voir ça dans cette vidéo. Déjà, moi je vois un problème quand même à s'exprimer de cette manière-là, c'est-à-dire que quand on est responsable d'un gouvernement un des principaux pays en termes de poids économique de la zone euro et même dans le monde, en fait je pense qu'il faut vraiment faire très attention à la manière dont on annonce les choses. Bon, bah, c'est très probable qu'il y a des choses effectivement extrêmement graves, mais le problème c'est que les marchés financiers, les investisseurs, les gens qui détiennent la dette de la France, eh ben, eux, ils ont besoin quelque part d'être rassurés. Que les choses soient graves, ok, mais à ce moment-là, il faut quand même rassurer, mine de rien, même si c'est extrêmement grave. Ça veut dire, il faut des chiffres. Ça, c'est très important. Il faut qu'on comprenne exactement, parce que extrêmement grave, c'est combien? Je veux dire, actuellement, le déficit, il est passé de 5 à 5, 6 à 6. Je veux dire, c'est combien? C'est 8, c'est 10, c'est 20. Voilà, c'est très dangereux de parler sans donner de chiffres, parce que on peut tout imaginer derrière. Est-ce qu'il y a de l'argent qui a disparu des caisses de l'État sans qu'on sache où c'est passé? Donc ça, c'est vraiment un très très gros problème. De plus, à partir du moment où vous devez annoncer quelque chose de très très grave, hein, eh ben, à ce moment-là, derrière, vous annoncez quand même des pistes pour des solutions. Donc vous donnez dans le même discours à la fois la qualification d'extrêmement grave, bon, bah, ça on comprend, vous donnez les chiffres pour qu'il n'y ait pas de fantasme sur la hauteur des problèmes, et puis derrière, vous donnez des ébauches de solutions, s'il n'y a pas de solution, au moins pour expliquer comment se sortir de cette situation. Il y a toujours un moyen de se sortir de la situation. Donc ça, c'est vraiment moi je trouve, c'est vraiment vraiment pas la bonne façon de faire. Maintenant, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en fait que quand je lis ça. D'abord, je vais quand même me faire un peu de publicité parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, quand j'avais lancé la chaîne Crise 2024, je pensais vraiment il y avait un problème économique. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, en fait, j'avais déjà alerté en fait sur les problèmes économiques qu'il y avait en France. Décembre 2023, faillite en hausse. La crise se voit déjà dans les défaillances d'entreprises et c'est grave. Il y a 8 mois, hein. Le tsunami des faillites en centre-ville. La crise s'ancre en centre-ville. Il y a 8 mois. Euh, la dette. Où est Mozart? Vous voyez, je parlais déjà de la dette. Il y a 8 mois. Le chômage. Le chômage, on va le découvrir en hausse parce que voilà, c'est comme ça. Ensuite, la définition du plein emploi, hein, la définition du plein emploi. C'est 300 000 chômeurs, c'est pas ce qu'on a raconté, c'est pour ça que la situation de la France, elle est dans une situation catastrophique. J'ai parlé aussi, c'était il y a 6 mois, des caisses vides, des entreprises, hein. Et donc, quelque part, même les riches vont être rincés et ça fait peur. Voilà, il y a 6 mois. Et maintenant, on en est pas loin. Déflation et dette privée, c'est Halloween. Il faut bien se rendre compte que c'était pas le cas avant, mais maintenant en France, on a vraiment des dettes privées et c'est vraiment un gros problème. Voilà, donc on a, on a vraiment tout ça qui se réalise maintenant. Donc c'est ce que je voulais dire en fait, hein. La chaîne Crise 2024, vous pouvez y aller, vous y abonner, etc. Je continue à publier des choses sur la situation économique de manière générale. Parce que la chaîne où vous vous trouvez en ce moment, Expatriation Voyage, bah évidemment, c'est sur l'expatriation. Et je vais continuer à faire des choses sur l'expatriation.
Donc ce qu'on peut noter en fait, euh, c'est déjà, on n'entend plus beaucoup parler du président de la République, hein. On n'entend plus beaucoup parler des anciens ministres, parce que mine de rien, c'est quand même de ça qu'il s'agit, hein. Quand on dit je trouve, je le dis sans polémique et extrêmement grave et je pèse mes mots, quelque part, ça veut dire bah, mes prédécesseurs sont les responsables. Et quand on dit c'est extrêmement grave, ça veut dire ça date probablement pas d'hier. Donc ça veut dire qu'il y a toute une chaîne probablement de responsabilités qui se trouve derrière, hein. Et vous remarquerez, on n'entend plus beaucoup parler des autres en fait finalement, hein. Donc ça, c'est vraiment une chose. Je voudrais aussi signaler quelque chose quand même. Vous pouvez très bien, j'imagine la plupart des gens qui m'écoutent, qui regardent cette chaîne, ne sont pas, comment dire, ne sont pas des LR, hein, ne sont peut-être même probablement pas des gens qui soutiennent, on va dire, ce parti politique. Parce qu'en France, maintenant, il y a quand même une écrasante majorité, en fait, qui n'a pas voté pour eux. Mais, mais, à partir du moment où vous avez ce genre de déclaration, et j'imagine pas qu'elle puisse être fausse, hein, donc ça veut dire qu'a priori, je pense qu'il dit la vérité, mais simplement, je pense que c'est pas nécessairement très bien dit. Mais je pense que c'est pas possible pour un parti politique, quel qu'il soit, extrême droite, extrême gauche, droite, gauche, centre, extrême centre, c'est pas possible de comment dire, de voter une motion de censure contre ce gouvernement. C'est devenu absolument impossible. Parce que si jamais un parti politique, hein, ou des hommes politiques ou un groupement, ça visait en fait de vouloir mettre par terre le gouvernement maintenant, ça serait vraiment un très très gros problème. Et je pense que les Français en ont un peu marre du jeu politique actuel. Ce qu'ils veulent, c'est des solutions. Ils comprennent que la situation est justement extrêmement grave. Ils comprennent que la situation est très difficile. Donc je suis sûr que les Français, euh, de tel ou tel parti, hein, ne pardonneraient pas à tel ou tel parti, à leur propre parti, de mettre par terre un gouvernement à ce moment-là d'une situation aussi grave pour la France. Les Français sont quand même des Gaulois à l'origine, même si quelque part il y a aussi des Francs, puisque c'est aussi dans le nom France, hein, la bonne blague. On a quand même une culture qui est essentiellement d'origine gallo-romaine, hein, et puis je pense qu'il y a quand même une influence franque, mais on a essentiellement des racines gauloises, celtes, et une culture qui nous vient de Rome, parce que mine de rien, bah, quelque part, César nous a vaincus, hein. César nous a vaincus, et finalement, on a pris beaucoup des méthodes des Romains. Il y a eu bon, toute l'histoire, hein, vous la connaissez, mais il y a eu la rigueur, il y a eu l'organisation. Je vous signale que quand il y a eu la Révolution française, ceux qui ont fait la Révolution, donc qui ont créé la République, je vous rappelle qu'à Rome, il y avait une République, hein, eh bien, se sont inspirés des Romains. Ils ne se sont pas inspirés des Grecs ou de je ne sais pas où ailleurs, hein. Voilà, des Romains, pas ailleurs. Donc on a vraiment une civilisation qui est basée sur, quelque part, cette romanité. On peut le dire oui, non, etc. Mais tous les hommes politiques du 18e et du 19e siècle qui ont créé un peu le cocon politique et étatique qu'on a de nos jours, en fait, avaient tous comme référence non pas la Grèce ou je ne sais où ailleurs, mais bien Rome. Reprenez leurs textes, je veux dire, reprenez leurs textes, je veux dire. Ils pouvaient être du côté de la noblesse ou du côté du tiers-état. De toute façon, leur référence, c'était Rome. Donc, si vous voulez, cette organisation de la société qu'on a héritée, en fait, elle permet pas. L'organisation de la société, c'est qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'antagonisme, mais à un moment, quand les choses deviennent extrêmement graves, eh ben, les gens essayent quand même de se rassembler
pour lutter contre les problèmes. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque part un truc politique, mais je pense que il faut faire très attention. Je suis vraiment intimement persuadé que les Français, ils pardonneraient pas, quel que soit le parti, hein, encore une fois, hein, quel que soit le parti, ils pardonneraient absolument pas le fait de rajouter en ce moment des problèmes sur les problèmes qu'il y a. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce que quand on dit ça, ce que je trouve, ça veut dire il y a des responsabilités préalables. Il y a des responsabilités préalables. C'est extrêmement grave et je pèse mes mots. Donc, à quoi ça fait référence? Moi, je vois une chose, hein, article 68.1 de la Constitution française. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. Donc en clair, ça veut dire que la Cour de justice de la République, au cas où des faits auraient été commis, qui sont des faits par exemple délictueux, eh bien à ce moment-là, il serait obligé d'appliquer les définitions, d'appliquer voilà, ce qui résulte de la loi. Donc comme le problème est un problème éminemment, comme c'est un problème éminemment financier, hein, des finances de l'État, on peut se poser la question qui était récemment aux affaires. Donc là, vous avez sur Wikipédia, hein, qui fait assez bien les choses, vous avez la liste des ministres français de l'économie et des finances. Donc on va aller vers la fin, hein, parce que vous aviez, c'est marrant, vous pouvez regarder, vous avez euh, ça remonte à il y a très longtemps, hein, vous avez les gens, vous avez des gens assez connus en fait dans l'histoire, hein, c'est assez marrant. J'ai vu quelque part Sully. Ah non, c'était peut-être pas Sully. Nicolas Fouquet, par exemple. Voilà, Nicolas Fouquet qui avait été, il y avait Colbert aussi. Voilà, c'est des noms qui sont restés dans l'histoire. Vous voyez, les ministres des Finances, ils datent pas d'hier en fait. Il y a vraiment toute une lignée quelque part de ministres des Finances. Hein, c'est assez intéressant quand même. Donc, alors, allons voir maintenant dans l'histoire récente précisément. Bon, le ministre actuel, bon, voilà, il arrive. Donc, si on prend depuis 2012, par exemple, hein, pourquoi pas avant? Parce que avant, comme je vous l'ai souvent répété, avant, on est tombé, voilà, à ce moment-là, on est tombé dans la crise des subprimes. Donc la crise des subprimes, c'était une crise mondiale, c'était une crise extrêmement dure. Il y avait du déficit à l'époque, c'est vrai, mais voilà, il y avait la crise, donc on ne peut pas vraiment, quelque part, commencer là. Par contre, à partir de 2012, la crise était passée déjà depuis pas mal de temps, et on peut se rendre compte, hein, en regardant le déficit public, eh bien, 2012, on est à moins 5%, finalement. Hein. 2013, moins 4,9. 2014, moins 4,6. Hein. Donc on voit bien en fait que quelque part, on a là une période qui commence en 2012 réellement. Hein. Les Mozart de la finance, 2012, 2014. Ici, on a, bon, Arnaud Montebourg, lui, il n'est pas resté très longtemps, donc je pense pas que vraiment ça puisse être très significatif. Mais oh, un Mozart de la finance, oh, puis il est resté 2 ans quand même aux affaires. C'est pas rien, c'est significatif quand même. Et puis on a Michel Sapin, je vous rappelle quand même l'histoire la mise en place d'un système sur l'assurance vie, comme quoi s'il y a un problème sur les assurances vie, vous pouvez pas retirer votre assurance vie, quoi.
hein. Et puis, bah, évidemment, vous avez, vous avez toute la présidence des... L'apothéose, si j'ose dire, l'apothéose des Mozart de la finance, l'apothéose des Mozart de la finance, qui se trouve là. Donc voilà, à un moment donné, les responsabilités, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'actuel Premier ministre, euh, c'est extrêmement grave. Si vous voulez, pour que ça soit extrêmement grave, c'est pas une situation qui date de il y a 3 semaines. Hein, pas du tout. Hein. C'est même pas une situation qui date d'il y a 1 ou 2 ans. C'est une situation grave qui s'est enquistée dans le temps. Donc, quelque part, voilà, c'est quand même un très gros problème qui perdure. On voit hein, où en sont les finances publiques. Bon, l'année de la pandémie, ok, 8,9, bon, pourquoi pas. Mais enfin, après, là, on est en 2023, 5,5. Bah, ah oui, ça c'est bizarre. Je pensais que c'était 5,1. Oh, ça c'est extrêmement bizarre. Moi j'avais le souvenir, je sais pas si vous... J'avais le souvenir de 5,1 en fait, où je me suis trompé. Donc c'est bizarre. Toujours est-il que on n'a pas le déficit de 2024, hein, puisque l'année n'est pas encore terminée. Mais il faut bien voir une chose, c'est que 2022, 4,7, 2023, 5,5, donc c'est problématique. Alors attention, moi, vraiment, cette phrase m'interroge vraiment beaucoup parce que quand on dit c'est extrêmement grave, et je pèse mes mots, hein, ça veut dire c'est une situation qui sort de l'ordinaire. Hein. C'est quoi l'ordinaire? Je vous ai fait une démonstration hein, sur la chaîne, ou sur Crise 2024, je ne me rappelle plus. Le problème du budget de l'État est lié à l'économie sous-jacente. Hein. Je vous ai fait donc des vidéos pour vous expliquer que depuis un certain temps, et en particulier précisément en 2024, justement, ça commence à mal se mettre. Hein. Mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où ça commence à mal se mettre, ça ne fait pas les gros titres des journaux. On l'a bien vu tout au long de cette année 2024. Mais la crise, elle s'aggrave. Dans l'immobilier, c'est tellement évident que bon, c'est pas la peine de... Voilà. Mais si vous voulez, le problème, c'est que à cause de ça, si vous prévoyez pas comment dire, des économies sur les dépenses de l'État, bah vous êtes dedans. Pourquoi vous êtes dedans? Parce que vous avez moins de rentrées fiscales. Hein. Parce que vous avez moins de rentrées fiscales. Vous avez un État qui est branché sur la création de richesses en France, sur la création de valeur. Il pompe vraiment, comme dans aucun pays, toutes les ressources de la création de richesses en France. Donc évidemment, le jour où il y a un léger problème économique, les rentrées de l'État, elles souffrent directement. Le problème, c'est comme on est à un niveau déjà très élevé d'imposition, bah, ça crée vraiment un très gros souci. Donc en fait, je pense que... Et ça, c'est du prévisible. Ça veut dire, à part, si vous voulez, moi, quand je vous annonce ça, avec des mauvaises petites vignettes faites à l'arrache, et puis des vidéos faites à l'arrache, et je suis même pas un spécialiste de l'économie, hein. Je suis juste euh, un chef d'entreprise, j'ai créé des entreprises, etc. Et donc, si vous voulez, j'ai un peu l'habitude des business plans, de lire les chiffres et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment très très modeste. Hein. Mais quand vous êtes à la tête de l'État et que vous voyez tous les chiffres de l'économie, vous pouvez pas ne pas savoir ce qui se passe. Hein. Donc, vous êtes obligé de savoir ce qui se passe. Hein. Et donc, à ce moment-là, c'est là où il y a, à mon avis, un très gros problème. C'est-à-dire que, quelque part, c'est au-delà de la prévision, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a des prévisions probablement assez négatives qui ont été déduites de tout ce qui s'est passé depuis le début 2024. Je suis intimement persuadé que c'est la raison principale de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pas une question politique, c'est juste une question que la situation, ils ont très bien compris que la situation allait s'empirer, donc ils en ont profité pour dissoudre l'Assemblée nationale pour pas avoir à gérer les problèmes. C'est un peu comme le Brexit. Hein, je veux dire, le Brexit, vous avez Cameron qui avait
déclencher le Brexit, et puis au moment de gérer les pots cassés, bah, il s'est barré. Il a dit, débrouillez-vous avec, c'est votre problème, maintenant moi j'en veux plus. Donc si vous voulez, c'est un peu quelque part, bon, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'est plutôt un peu cet ordre d'idées-là, en fait, qui s'est passé. Donc, euh, et je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment assez scandaleux, en fait. Mais ça, c'est si vous voulez, ça, c'est dans la prévision. Moi, ce que je vous ai amené là, c'est juste les chiffres, et quelque part, c'est de la prévision. Mais quand on dit ça, c'est au-delà de la prévision. Ça veut dire, ok, peut-être à un moment donné, avant, ils avaient prévu que c'était assez grave, donc j'imagine ils ont dû laisser des documents, etc., pour expliquer que la situation économique était était catastrophique. Mais je pense que ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est probablement encore plus grave que ça. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, il faut aller voir le texte de la Constitution, hein, article 68-1, et puis bah, voir éventuellement, j'imagine, il peut y avoir probablement des enquêtes ou des choses comme ça pour savoir ce qui s'est passé. Parce que les Français, ils peuvent pas être amenés à cracher des impôts supplémentaires sans qu'il y ait des justifications et sans qu'il y ait de recherche de responsabilité. Dans le public, vous êtes un salarié de base, le jour où vous avez un problème, personne ne se gêne pour vous mettre devant les tribunaux parce que bah, vous avez fait une erreur dans votre boulot. Quand vous êtes un chef d'entreprise, personne ne se gêne pour vous foutre devant les tribunaux parce que bah, l'entreprise elle a fait faillite ou parce que vous avez dépensé un petit truc en plus ou un petit truc en moins qu'il fallait pas, que machin, que truc. Donc à un moment donné, je veux dire, il n'y a pas de raison. En théorie, on est en République. En théorie, je dis bien, c'est pas le fait qu'on soit en démocratie, c'est le fait qu'on soit en République. En théorie, on est tous égaux devant la loi. Donc je vois pas pourquoi, à partir du moment où il y a des choses qui auraient pu être cachées, des gens pourraient se... et qui ont été cachées depuis longtemps, hein. Ça date pas d'hier. Donc je ne vois pas comment ça serait possible que des gens pourraient ne pas répondre éventuellement des actes qu'ils auraient pu commettre et et fassent en sorte que le pays se trouve dans une telle situation et puis sans prévenir personne, tout caché. Ça, c'est pas possible. Donc il faut très vite en fait que cette partie de la phrase soit explicitée, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, il faut qu'on sache quelles sont les solutions. Mais là, on est vraiment dans une déclaration qui est une déclaration qui dit que c'est extrêmement grave, et la déclaration, elle est elle-même extrêmement grave en fait. Et je pèse mes mots. Bonne journée.